Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à ce moment-là de ma vie, j'étais tellement malheureuse dans mon travail que la seule folie, ça aurait été de continuer à faire ce que je faisais. Et que lancer ce projet-là, qui était quand même complètement dingue, ça me paraissait moins fou que de rester dans mon travail. Donc en fait, pour moi, il n'y avait aucun risque. Peu importe ce qui pouvait se passer avec ce projet, que je perde de l'argent, que ça ne fonctionne pas ou autre, c'était toujours bien moins pire que ce qui pouvait m'arriver mentalement, physiquement, en restant dans mon métier. Je veux, moi, et ce qui me rend vraiment le plus fière, c'est quand quelqu'un vient me dire, que ce soit une personne qui a acheté mon programme ou pas, juste une personne qui me suit gratuitement, quelqu'un qui vient me dire, Camille, il y a un truc que tu as dit ou il y a une vidéo que tu as faite et en fait, j'ai eu un déclic. Ça m'a fait réaliser que... Et ça, pour moi, c'est vraiment le truc le plus incroyable que je puisse faire, c'est de par raconter mon expérience ou partager les expériences de mes clientes, etc., que les gens prennent conscience de quelque chose. Peu importe ce qu'ils en font derrière, mais la prise de conscience, pour moi, c'est le premier passage à l'action. C'est la première chose la plus importante. En fait, j'ai adoré cette expérience parce que j'ai été dépaysée chaque journée de mon échange académique. Enfin, ça a été à la fois merveilleux et à la fois horrible. Enfin, c'est un pays tellement différent culturellement, la langue, la nourriture, la manière de faire les choses. Ça m'a tellement appris. Camille El Taleb est fondatrice de la communauté Elle Investit, une communauté qui vise à aider les femmes à devenir autonomes financièrement. Anciennement salariée dans de grands cabinets de conseil, en France et à Hong Kong, Camille se sentait enfermée dans une cage dorée et ne trouvait pas de sens à son métier, malgré les nombreux avantages et la perspective d'une belle carrière. En 2019, elle a le déclic. Elle décide de tout quitter pour construire son projet entrepreneurial. Aujourd'hui, Camille souhaite transmettre ce qu'elle a appris et elle inspire des centaines de femmes à oser entreprendre et à s'enrichir. Donc, je suis hyper heureuse de te recevoir, Camille, aujourd'hui, donc dans le cadre de notre programme Femmes Inspirantes. Alors, on t'a choisi parce que toi, tu as un parcours assez particulier. C'est que tu viens d'un monde, enfin, tu as eu un parcours académique jalonné de réussite. Tu as commencé à travailler dans de grandes entreprises en tant que consultante. Enfin, tu reviendras dessus. Oui. Tu vas nous expliquer un peu ton parcours. Et puis, tu as décidé, alors que c'était ce que recherchent beaucoup de gens, un peu la stabilité, le cadre, etc., tu as décidé un peu de tout claquer et de te mettre à ton compte. Et aujourd'hui, en fait, tu guides des femmes à devenir libres financièrement. Et je trouve ça forcément hyper inspirant. Et donc, j'ai envie d'en savoir plus et en fait de revenir un peu déjà sur ton parcours et comment tu as eu ce déclic un peu pour changer de vie tout simplement. Ouais, déjà merci beaucoup pour l'invitation Asma, je suis ravie d'être là aujourd'hui. Donc je m'appelle Camille, j'ai 34 ans, j'habite à Paris et j'ai été consultante pendant à peu près 7 ans dans des gros cabinets de conseil comme EY, KPMG, Accenture, etc. Je me suis jamais trop posé de questions sur ce que je voulais faire dans la vie. Enfin, j'ai pas eu la chance de naître avec une passion ou vraiment un truc qui me faisait battre le cœur. Et par contre, j'ai eu la chance de naître, d'être bonne élève entre guillemets en fonction des codes que nous met le système français. Donc du coup, j'ai toujours visé le plus possible, tu vois, au niveau des études, au niveau des diplômes et plus tard aussi au niveau du type d'entreprise que je choisissais, au niveau du boulot. En fait, moi, ce qui me drivait, c'était pas tant de trouver un sens à ce que je faisais ou à ma vie, mais c'était de me dire, fais toujours le maximum, fais le plus que tu peux, obtiens le meilleur job, la meilleure boîte, le meilleur salaire et tu seras heureuse. En tout cas, c'est comme ça que j'avais été un peu biberonnée par le système. Et donc, tout m'a conduit à ça. J'ai eu un bac scientifique avec mention, je suis partie en classe prépa, j'ai fait une école de commerce. Bref, le parcours de rêve sur le papier, parcours de rêve pour ma famille, pour mes anciens profs, etc. Et à mes yeux, je me disais, c'est bien et tout, je suis contente. J'ai commencé à travailler dans le conseil, donc moi, j'ai commencé en septembre 2014 à la Défense. Et en fait, très très rapidement, j'ai compris que du coup, ça allait être ça ma vie et que ça n'allait pas être possible. En fait, honnêtement, je crois que je l'ai compris très vite. Il n'y a pas un moment où j'ai eu un déclic, mais je pense qu'au bout d'un an et demi, en fait, je me suis dit, je peux plus mentir à moi-même, quoi. J'aime pas ce que je fais. Je passe ma journée à remplir des PowerPoint, à travailler sur des problématiques très high level qui sont pas du tout concrètes, qui sont très loin de ce que moi j'aime. Moi, j'aime le terrain, j'aime les trucs manuels, j'aime les choses que je peux toucher, les choses palpables. Donc, j'ai mis très peu de temps à m'en apercevoir. Par contre, j'ai mis très longtemps avant de prendre une décision. Parce que j'étais quand même enfermée, entre guillemets, dans une cage dorée où en soi, j'avais un job aux yeux de la société qui était reconnu, valorisant. J'avais des augmentations chaque année. J'avais un chouette train de vie. Moi qui adorais voyager, mon salaire me permettait de voyager. Mon job aussi, parce que je partais souvent en déplacement. Quand
ta famille, tes potes te disent tu fais quoi dans la vie? Je suis consultante pour un Big Four, ça en jette quoi, tu vois. C'est super. En tout cas, voilà, je me suis maintenue à cette position de par tous les à côté de mon travail, mais pas pour le travail en lui-même. Jusqu'à ce que, en fait, en 2019, j'arrive à un point de ma vie où vraiment j'en pouvais plus quoi. En fait, d'année en année, je monte en grade, donc oui, j'ai des augmentations, oui, j'ai un statut encore plus, entre guillemets, valorisant, mais j'ai aussi plus de responsabilités, j'ai un équilibre vie pro, vie perso qui n'a jamais été bon, mais qui ne fait que de se détériorer au fil des années, parce que plus je monte en grade et plus on m'en demande, plus on me demande de bosser, plus on me demande d'encadrer, etc., pour un travail en lui-même que je n'aime pas, donc je dois me donner à fond, parfois 10, 12, 14 heures par jour pour un truc que je n'aime pas. Donc il y a vraiment un moment donné où psychologiquement, physiquement, en fait, je me dis, je vais pas tenir, ça va vraiment pas le faire, il faut que je trouve une porte de sortie. Et je me rappelle très bien du déclic que j'ai eu, c'était en novembre 2019. Donc à ce moment-là, je travaillais pour KPMG, j'avais été staffée sur le projet d'un client en Belgique, au fin fond d'une zone artisanale en Belgique, enfin industrielle. Et notre client nous avait logés dans un hôtel qui était littéralement à 70 mètres de l'entrée de son entreprise, de son siège social. Lui-même dormait à l'hôtel avec nous. Donc en fait, du petit déjeuner jusqu'au dîner le soir, en passant par la salle de sport, il était tout le temps là, on parlait tout le temps travail. Et je me rappelle du dernier jour avant de conclure cette mission, on est resté pour préparer le support de conclusion, etc. On est resté enfermé dans une salle de réunion jusqu'à 2h du matin, sans dîner, donc sans manger, sans boire, sans proposition de faire une quelconque pause. Et en fait, je me rappelle très bien que ce jour-là, vers 2h du matin, je me suis vue dans cette salle. En fait, tu vois, je me suis vue extérieurement, comme si je n'étais pas vraiment dans mon corps. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais qu'est-ce que tu es en train de faire là, Camille? J'avais plein d'autres trucs à faire ce soir-là. Me reposer, me coucher à 23h, appeler ma grand-mère, aller faire du sport, manger, prendre une douche, tu vois. Et en fait, je me suis dit, mais il est 2h du mat. Qu'est-ce que tu fais là dans cette salle à modifier un code couleur sur un PowerPoint? Et ce jour-là, ça a été une claque en fait. Et je suis rentrée chez moi le lendemain. Et le lendemain, je me suis dit, c'est terminé. Je me fais une promesse à moi-même. Dans 1 an, je quitte ce job. Je quitte le salariat, c'est terminé, je ne m'infligerai pas ça une année de plus et je ne peux pas continuer comme ça jusqu'à ma retraite. Et donc en fait, c'est comme ça que j'ai eu un déclic, novembre-décembre 2019, et donc je me suis fait la promesse qu'en 1 an, je quitterais mon job. Donc je me suis laissé 1 an pour me construire une porte de sortie, parce que quitter mon job, c'était bien, mais je ne savais absolument pas ce que je voulais faire de ma vie, et j'avais besoin d'avoir le temps en fait de retrouver, d'enlever toute cette charge mentale, de retrouver mon cerveau pour vraiment réfléchir à ok, je veux plus faire ça, je veux plus être consultante, mais qu'est-ce que je veux faire à la place? J'étais tellement accaparée par plein de pensées qu'à l'époque, je pouvais même pas réfléchir à ce que j'avais envie de faire d'autre. Donc, je me suis laissé 1 an pour construire une porte de sortie en me disant je veux partir, mais je veux pas retrouver un job tout de suite. J'ai besoin de garder du temps pour moi. Et donc, très rapidement, cette porte de sortie, ça a été de me dire ok, demain, dans 1 an, je perds mon salaire, comment je continue à vivre, tu vois? Je veux pas avoir le couteau sous la gorge et me dire vite, il faut que je reprenne un taf, sinon je vais repartir dans le même cycle infernal. Donc je me suis dit, bon, il faut que je me crée une rente, grosso modo. Il faut qu'il y ait de l'argent qui rentre tous les mois. À ce moment-là, j'étais absolument nulle en investissement, j'avais jamais investi de ma vie. Je n'étais pas du tout une personne qui prenait des risques dans la vie. Donc quand je commence à me dire, ok, il va falloir que je fasse rentrer 1 500 € tous les mois, c'est ce que j'avais défini comme étant la somme dont j'avais besoin, ça a été très compliqué. Et en fait, ma solution, je vais l'avoir un soir. Je vais rentrer du travail. Donc, je rentre du travail chez moi tard. Je sais pas quelle était, 21h, 22h. Je suis épuisée. Je m'affale sur mon canapé. J'allume la télé, chose que je fais quand même rarement. Et là, chose que je fais encore plus rarement, je zappe sur BFM TV. Et en fait, je tombe sur l'interview d'un investisseur immobilier, donc qui est un ancien, il a fait une école d'ingénieur et très rapidement, il s'est pas reconnu dans son métier, etc. Donc, en fait, l'histoire me parle, tu vois, un peu. Et en fait, il explique que depuis quelques années, il s'est lancé un investissement, il achète des maisons, qu'il divise en plusieurs appartements et qu'il met en location courte durée. Et que ça lui permet de générer une rente qui est quand même confortable. Et en fait, à ce moment-là, j'ai une sorte d'ampoule qui s'allume dans ma tête et je me dis, mais c'est exactement ça que je vais faire, alors que je n'ai jamais investi de ma vie. J'étais une maison pour la diviser, faire du Airbnb, c'est quand même assez lunaire à cette époque pour moi. Mais je sais pas comment t'expliquer. J'ai vraiment une sorte de boum. C'est ça, Camille, ça tombe du ciel, c'est ce que tu vas faire. Et en fait, ce soir-là, je vais trouver les coordonnées de cet investisseur. Je vais le chercher sur Internet, je vais le recontacter et je vais lui demander de me former. Donc, cette personne va m'accompagner à faire mon premier investissement. Donc, je vais acheter une grande maison, je vais diviser en 5 apparts que je vais mettre en courte durée. Et en fait, pas 1 an et demi, mais 1 an et 4 mois plus tard, elle va être mise en location. Je vais pouvoir quitter mon job et commencer à vivre avec cette rente.
voilà un petit peu comment tout ça s'est fait. Incroyable. Surtout que ce que tu disais tout à l'heure, tu n'as pas reçu d'éducation financière, etc. Et c'est souvent rare. En tant que femme, et même de manière générale, on n'en reçoit pas forcément à l'école. Enfin, moi, c'est quelque chose que je retrouve souvent, c'est qu'on me dit oui, ça serait bien si on avait eu des cours d'éducation financière, des cours sur l'investissement, parce que quand on arrive à la vie d'adulte, entre guillemets, on se retrouve à comment on achète un appart, comment on fait tout ça. Et donc toi, oui, donc, tu as fait cet effort d'aller chercher déjà, de sortir de ta zone de confort un peu. Est-ce que tu as rencontré des obstacles ou est-ce que tu as eu des doutes parce que entre le moment où tu as cette idée qui vient comme ça, qui te tombe dessus, où tu te fais former, etc., et le moment où ça se concrétise, il se passe quoi dans ta tête? En fait, je pense que j'étais dans un mindset qui était très particulier. Aujourd'hui, par exemple, en ayant pris du recul, etc., quand je repense à ce que j'ai fait, c'est pas moi qui l'ai fait, tu vois, je me dis waouh, moi j'ai fait ça, quoi. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à ce moment-là de ma vie, j'étais tellement malheureuse dans mon travail que la seule folie, ça aurait été de continuer à faire ce que je faisais. Et que lancer ce projet-là, qui était quand même complètement dingue, ça me paraissait moins fou que de rester dans mon travail. Donc en fait, pour moi, il n'y avait aucun risque. Peu importe ce qui pouvait se passer avec ce projet, que je perde de l'argent, que ça ne fonctionne pas ou autre, c'était toujours bien moins pire que ce qui pouvait m'arriver mentalement, physiquement, en restant dans mon métier. Donc oui, des problèmes, il y en a eu forcément. J'ai fait face à des murs ou autres, mais je les ai toujours pris avec cet état d'esprit de me dire, il pourrait y avoir pire en fait. Donc voilà, et l'un des premiers blocages que j'ai pu avoir, et d'ailleurs je l'avais anticipé, en fait je m'en doutais, c'était la réaction de mes proches. Quand je leur ai annoncé que j'allais quitter mon travail et que de deux, j'allais acheter une maison pour la diviser et la mettre en location. T'as perdu la tête. Clairement. Voilà, quand j'ai annoncé ça à mes parents, enfin ça a été des réactions de waouh, enfin estomaqué, peur, crainte pour moi, etc. Quand j'en ai parlé à des amis ou à des collègues, enfin voilà, en fait, les gens, même parfois sans le voir, me véhiculaient leur peur ou leur ok, elle a un grain, elle est folle, enfin, elle a pris un truc aujourd'hui, elle peut pas dire ça réellement. Et ça, je l'avais anticipé. Je le savais, tu vois, je savais qu'il y aurait des retours comme ça. Donc, en fait, j'ai commencé à parler de mon projet quand je pouvais plus faire de retour en arrière, quand j'avais le bien, quand je commençais à négocier le prêt, etc. Une fois que j'avais mis trop de ma personne dedans. Parce que si j'en avais parlé les 2-3 premières semaines, quand j'étais encore en phase de recherche, j'aurais peut-être abandonné. Et sauf qu'en fait, je voulais me laisser aucune issue de secours. Je ne voulais pas partir. Donc j'en ai parlé le jour où j'étais trop impliquée dedans et que de toute façon, quoi qu'il arrive, je ne pouvais pas faire de retour en arrière. Et alors, donc, une fois que tu t'es lancée, ça a duré combien de temps l'idée d'apprendre, de te former, etc. Et puis, comment t'es arrivée au stade où tu as voulu transmettre ce que tu as appris? Parce que là encore, c'est une nouvelle étape dans ta vie, de passer de l'immobilier, enfin de l'investissement, etc., à la transmission et à accompagner aujourd'hui une communauté. Enfin, c'est encore un nouveau mindset que tu as construit. Comment ça s'est fait? Ouais, alors même encore aujourd'hui, je me dis waouh, je suis passée de là, je suis arrivée là. Si on m'avait dit il y a 3 ans, tu auras un compte Instagram, tu vas former des femmes à investir, etc., et tu vas gagner ta vie grâce à ça, je n'y aurais jamais cru. Et en fait, ça s'est fait plutôt naturellement. Donc, moi, mon projet immobilier, je l'ai conduit durant l'année 2020. Je me suis faite former et très rapidement, en moins de 3 semaines, je suis passée à l'action. J'ai pu aller faire des visites de biens. J'ai acheté très très vite. En fait, je me posais pas de questions, tu vois. Donc, en gros, début 2020 jusqu'à mi-2021. Très exactement, janvier 2020. Peut-être qu'on comprend ça. Très exactement, juin 2021, je commence la mise en location. Donc, il s'est passé 1 an et demi entre le début de ma formation et la mise en location du bien. Le projet a pris un petit peu de retard parce que le Covid est passé par là, mais je pense que ça aurait pris 1 an et 2 mois, quelque chose comme ça. Donc, juin 2021, j'ai quitté mon job depuis 2 mois, puisque j'ai quitté mon job à la fin des travaux, en fait, pour pouvoir avoir le temps d'aménager, de mettre en location, de faire les photos, etc. Juin 2021, mes 5 apparts sont en location. Donc là, je commence à percevoir les revenus. Je comprends que ça marche, en fait. Parce que tu as toujours un doute, en fait, jusqu'à la fin. Bien tu vois, tu es accroché à tes certitudes, mais tant que c'est pas loué, tu sais pas. Donc ça commence à se louer. Moi, j'ai plus beaucoup de travail parce que j'ai délégué un maximum. J'ai pris une conciergerie, etc. Et donc, en fait, à ce moment-là, j'ai plus rien à faire. Les biens sont meublés, ils sont mis en location. J'ai quitté mon job 2 mois avant. Donc, je me retrouve, en fait, avec plein de temps libre. Temps libre que j'utilise déjà pour me ressourcer un peu physiquement, etc. Je fais des balades, j'ai des bouquins, je m'occupe de fleurs sur mon balcon. Enfin bref, je vis en fait, tout simplement. Je
je passe du temps avec ma famille, etc. Et en fait, au bout d'un moment, je me dis, ok, bon, il faut que je fasse une introspection. Qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie? Et tu vois, quand tu te poses cette question-là à 30 ans, enfin, en fait, déjà, je me dis, j'aurais dû me la poser probablement bien plus tôt, peut-être à mes 12 ans, à mes 14 ans, etc. Mais c'est pas grave, mieux vaut tard que jamais. Donc, je commence à me poser cette question. Et moi, je suis une personne où j'ai besoin de concret, de faire les choses, d'expérimenter les choses pour savoir si oui ou non ça me plaît. Donc, je me dis, je sais pas ce que je vais faire, mais je vais faire plein de trucs. Comme ça, je verrai. Et donc, je vais commencer par plein d'activités différentes. Je vais faire de la figuration dans un film, je vais monter un blog sur le bien-être, je donne des cours de français à des étrangers, j'aide une entreprise américaine à monter une application pour de la traduction de l'anglais au français. Je fais plein de trucs très différents, tu vois. Je tâtonne, je vois ce que j'aime pas, etc. Et en fait, au bout de 6 mois, je finis par me rendre compte, notamment grâce à mon entourage, que beaucoup de femmes, quand je vais à des dîners, à des soirées entre amis, etc., me parlent de mon projet IMO. Tu vois, elles me disent « C'est quand même dingue, t'as osé te lancer toute seule, t'en avais jamais fait avant, mais comment t'as osé, comment t'as trouvé la ville, comment t'as fait ci, comment t'as fait ça, waouh, j'aimerais bien faire la même chose, mais j'oserais jamais. » Et en fait, au bout d'un moment, on finit un peu par me dire « Mais pourquoi t'en parles pas à plus grande échelle? En fait, tu racontes toujours la même chose à nos dîners, à nos soirées. Crée un compte Instagram, LinkedIn, ou peu importe, raconte ton truc. » Donc là, je me dis, ah bon, vraiment, ça va intéresser les gens. Enfin, qui suis-je pour parler de ça, tu vois? Et en fait, je finis par créer un compte Instagram début 2022, fin 2021, début 2022, Elle investit, sur lequel je raconte mon parcours en tant que femme investisseuse, ma sortie de salariat, ma vision de la liberté financière. Enfin, je parle un petit peu de toutes mes pensées liées à l'argent, à la liberté, à l'autonomie, etc. Et en fait, contre toute attente, ça prend et ça me plaît de le faire. Donc en fait, je continue et au bout de quelques mois, j'ai des femmes qui viennent me voir sur Instagram et qui me disent « Ce que tu as fait, c'est génial, tu as l'air d'être une personne carrée, transparente, honnête. Je veux faire la même chose que toi et je veux que tu m'accompagnes. » Et à ce moment-là, moi, j'ai jamais pensé à créer une formation en accompagnement, mais il y a plusieurs personnes qui viennent me le demander. Je me dis pourquoi pas, peut-être que c'est la suite logique. Donc du coup, juin 2022, je vais commercialiser mon premier accompagnement pour les femmes, pour les aider à se lancer dans l'immobilier. Donc, je vais passer 3 ou 4 mois à monter la formation, faire les vidéos, faire des PDF, trouver la plateforme, etc. Pour faire un truc aux petits oignons. Et je vais lancer cette première formation il y a 2 ans, en juin 2022. Et de fil en aiguille, la formation évolue, elle prend bien, etc. Je continue sur ce compte à parler de mes autres types d'investissements. Je parle de manière assez très transparente même de mes chiffres, de mes échecs, de mes réussites, etc. Et je parle d'un nouvel investissement que je vois comme un side business que j'ai lancé en 2021. Je me suis lancée dans l'investissement dans les sacs de luxe aux enchères. J'achète des sacs de luxe vintage très abîmés aux enchères, pas cher. Je les fais rénover par des artisans spécialisés. Je les revends en faisant une plus-value. C'est un side business, c'est un passe-temps, ça me fait de l'argent, j'adore ça. J'en parle sur Instagram et en fait, ça rend les personnes qui me suivent très curieuses. Mais vraiment, il y a une curiosité à laquelle je ne m'attendais pas. Et de la même manière, au bout de quelques mois, il y a plusieurs personnes qui viennent me dire « Je veux faire la même chose que toi, forme-moi, je veux investir dans les sacs. » Donc pareil, je me dis « Pourquoi pas ?» Donc je crée une formation de A à Z sur l'investissement dans les sacs par le biais des enchères. Je la lance il y a 1 an, en mai 2023, et la formation a connu un énorme succès. Donc en fait, tu vois, aujourd'hui, mon quotidien, c'est principalement cette communauté Instagram, parler de mon parcours personnel, voir ce qui plaît, etc. et répondre à la demande des gens par des accompagnements, des formations. Aujourd'hui, je le monétise et c'est ce qui me permet d'en vivre en plus de mes investissements immobiliers ou autres. Voilà. Et alors, c'est quoi le profil des femmes qui viennent te voir? Ouais, c'est marrant que tu me poses cette question parce qu'il y a 1 semaine, je viens de lancer justement un grand sondage parmi mes clientes pour comprendre un peu mieux qui est la femme qui suit le compte Elle investit. Ce qui en ressort grosso modo, c'est qu'on a des femmes principalement entre 25 et 45 ans, avec une multitude de professions différentes. Il y a beaucoup de salariés, cadres, employés, etc. Mais il y a aussi beaucoup de femmes à leur compte, soit entrepreneuses, soit en libéral, tu vois. Il y a pas mal de femmes en reconversion qui se cherchent, etc. également. Mais par contre, il y a une chose de constante parmi tous ces profils, c'est que ce sont soit des femmes qui ont déjà investi, soit des femmes qui veulent se démener pour construire leur autonomie financière, leur matrimoine, qui veulent s'informer en l'investissement, qui veulent passer à l'action, etc. On a vraiment des femmes qui ont envie de faire bouger les choses, qui sont ambitieuses, que ce soit par rapport à leurs finances ou aussi par rapport à l'entrepreneuriat. Et est-ce que là, tu prévois de créer un nouveau produit ou oui. Ne me tente pas. Il y a plein de choses que j'aimerais faire, j'ai plein d'idées en tête, mais et c'est ma personnalité pour
c'est pour rester enthousiaste, etc., j'ai besoin de me disperser en fait. Sauf que j'ai compris, mes coachs m'ont fait comprendre au cours des dernières années que quand on veut percer dans quelque chose, quand on veut faire que quelque chose soit connu par un maximum de personnes, il faut concentrer son temps, son énergie, etc. sur ce quelque chose. Donc j'ai décidé de me concentrer sur déjà les offres que j'ai actuellement et une fois que ce sera beaucoup plus divulgué et compagnie, pourquoi pas remettre un peu de mon temps sur autre chose. Et là, tu te définis comme coach? Coach, formatrice, provocatrice de déclic, j'aime bien. En fait, ce que je veux, moi, et ce qui me rend vraiment le plus fière, c'est quand quelqu'un vient me dire, que ce soit une personne qui a acheté mon programme ou pas, juste une personne qui me suit gratuitement, quelqu'un qui vient me dire, Camille, il y a un truc que tu as dit ou il y a une vidéo que tu as faite et en fait, j'ai eu un déclic. Ça m'a fait réaliser que. Et ça, pour moi, c'est vraiment le truc le plus incroyable que je puisse faire, c'est de par raconter mon expérience ou partager les expériences de mes clientes, etc., que les gens prennent conscience de quelque chose. Peu importe ce qu'ils en font derrière, mais la prise de conscience pour moi, c'est le premier passage à l'action. C'est la première chose la plus importante. Et justement, dans cette prise de conscience, souvent, j'ai le sentiment que les femmes, plus elles vont se découvrir et découvrir ce qu'elles sont, plus elles vont chercher l'autonomie. Et donc, ça passe effectivement aussi par l'aspect financier. Et si tu devais encourager des femmes à se lancer, quand tu encourages des femmes à se lancer, qu'est-ce que tu leur dis exactement pour un peu briser les peurs qu'on peut avoir, parce que toi-même, finalement, tu es passé par, sans doute, alors plus, je pense, les peurs des autres, ou alors la peur de vivre ce quotidien qui t'attendait pour les 30 prochaines années. Ouais. Aujourd'hui, quels sont les mots que tu emploies, ou les idées que tu transmets pour qu'on puisse justement... passer outre ces blocages, ouais. La première idée la plus importante qui moi-même m'a beaucoup servi à titre personnel quand je me suis lancée, ça a été de prendre un carnet, en gros, ou n'importe quoi pour prendre des notes, et de noter le jour où tu décides que tu veux changer quelque chose, que tu veux te lancer, d'écrire réellement pourquoi tu veux le faire. Et pas seulement le pourquoi rationnel, mais vraiment mettre sur papier tout ce qu'il y a dans ton ventre, dans ton cœur, tu vois, vraiment dire pourquoi tu es malheureuse aujourd'hui, pourquoi ça ne te va pas ta situation actuelle, pourquoi tu veux changer, quels sont tes rêves, quelle est la situation où tu as envie d'arriver. Tu vas vraiment écrire de l'émotionnel. Et en fait, parce que quand tu te lances dans n'importe quel type de projet, que ce soit investissement, entrepreneuriat ou autre, il y a toujours des moments de down, des moments de doute, parfois des semaines, voire des mois entiers où en fait ça ne va pas. Et dans ces moments-là, la seule chose qui peut te permettre d'aller de l'avant et de ressortir la tête de l'eau, c'est de revenir à ta motivation première, de te rappeler pourquoi tu fais ça, de te rappeler du sens de tout ce changement, de tout cet impact dans ta vie. Donc la première chose que je recommande, c'est vraiment d'écrire ces motivations intrinsèques profondes et d'y revenir quand on a besoin. La deuxième chose que je recommande, c'est de s'entourer. L'entourage, c'est super important. Et quand je dis l'entourage, c'est pas forcément parce qu'on n'a pas tous la chance d'avoir des amis ou de la famille ou des collègues qui sont tous investisseuses, qui peuvent toutes nous dire quoi faire, etc. Je suis relativement rare. Donc si on n'a pas ce cercle-là, c'est pas grave, on peut construire aujourd'hui virtuellement grâce à Instagram, grâce au réseau, on peut rentrer en relation avec des femmes qu'on ne verra peut-être jamais en réalité, mais qui, de par leurs mots, de par les podcasts qu'elles font, les vidéos qu'elles font, vont nous inspirer, ils vont venir planter des petites paroles dans notre tête, des petites graines qui vont faire qu'on va commencer à prendre conscience. Donc vraiment s'entourer des bonnes personnes, consommer un maximum de contenu de gens, de femmes qui l'ont fait, qui sont passées par là avant nous, qui ont réussi, tu vois. Et la troisième chose, je dirais, j'aurais jamais pensé dire ça il y a quelques années, mais se former, vraiment genre se former. Moi, je me rappelle du coup quand j'ai acheté ma formation immobilière pour me lancer, c'est une formation que j'avais payée 3 300 €. C'était exactement le montant de ma prime de fin d'année que j'avais prévu de dépenser en shopping. Autant te dire que pour moi, c'était une somme énorme. En gros, à partir du moment où j'ai terminé mes études, j'estimais que j'avais plus du tout besoin de payer une formation jusqu'à la fin de ma vie. Enfin, j'étais formée, j'étais une adulte formée, etc. Mais pourquoi je vais payer une formation? Et en fait, en achetant cette formation-là, je me suis rendu compte à quel point ça m'a propulsée, à quel point ça m'a permis de gagner du temps, d'éviter des erreurs financières. Donc aujourd'hui, je suis beaucoup plus à l'aise avec le fait de dépenser en formation, de me faire accompagner par des mentors, par des coachs. Parce que oui, ça peut faire peur. Mais déjà, le fait de dépenser de l'argent dans un engagement de formation, tu t'engages un peu envers toi-même, tu vois. Enfin, tu te dis, oulala, je viens de mettre 2 000 € dans cette formation, je vais pas baisser les bras. Et puis, en plus de ça, tu bénéficies du support d'une personne, voire de toute une communauté qui va te porter vers le haut. Je suis tellement d'accord avec toi sur l'importance de se former et d'investir sur soi. Et ça crée une sorte de responsabilité aussi envers soi-même. Un autre sujet que je voulais voir avec toi, c'est en fait, toi Camille, comment tu nourris
Parce que animer des réseaux sociaux, ça demande beaucoup d'énergie, un mental à toute épreuve au quotidien. Comment tu prends soin de toi et à quel point ça a de l'importance dans ton activité? Ouais, alors importance capitale. Et c'est un truc que je dis souvent. J'ai pas créé mon business et mon entreprise par passion. Tu vois, j'aurais adoré être passionnée d'un truc et monter quelque chose. J'adore ce que je fais. Je trouve ça fait du sens pour moi. J'aime pouvoir aider des femmes, etc. Mais à la base, l'investissement n'est pas ma passion. La liberté financière n'est pas ma passion. J'ai créé mon business pour supporter ma vie personnelle et non pas ma vie personnelle supporte mon business. Et ça, c'est super important pour moi. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai quitté le salariat, je savais pas ce que je voulais faire de ma vie, mais je me doutais quand même que je réussirais pas à retourner dans un job salarié avec des horaires fixes, avec des contraintes, avec un management, avec une équipe. Je sentais que ma voie, c'était de travailler pour moi-même. Donc, partant de là, ok, je viens travailler pour moi-même. Quelles sont mes compétences? Qu'est-ce que je peux apporter aux autres? Comment je le monétise? Parce que comment j'en vis? Et donc, c'est comme ça, en fait, que j'ai construit mon projet entrepreneurial, tu vois. Donc, du coup, l'entrepreneuriat sert ma vie personnelle et surtout pas l'inverse, et ce ne sera jamais l'inverse. Le jour où ça devient l'inverse, c'est qu'il y a un problème. Je mets mon activité en pause et je vois comment je restructure les choses. Donc, du coup, pour moi, prendre soin de moi, physiquement, mentalement, c'est la priorité numéro 1. C'est ce pourquoi j'ai quitté le conseil, donc je ne vais pas retomber dans cette travers-là en tant qu'entrepreneuse. Du coup, la réflexion que tu as est très pertinente parce que oui, enrichir les réseaux, etc., Instagram et compagnie, c'est extrêmement énergivore. Je peux le dire parce que ce matin, j'ai passé un temps fou à créer du contenu pour le mois qui arrive et je me rends compte que c'est vraiment la tâche qui me prend le plus d'énergie, etc. Il y a 2 choses en fait qui me nourrissent. La première, c'est vraiment lié à ma communauté en tant que telle. En réalité, le retour des gens, le fait de voir que j'ai pu impacter des personnes, etc., ça me renvoie 1000 fois plus d'énergie que ce que j'en dépense, tu vois. Enfin, peut-être pas de l'énergie, mais de la gratification. Et en fait, c'est un cercle vertueux. En me rendant compte que j'arrive à aider X personnes, bah, je me dis, ok, bah, il faut que je communique encore plus, que j'ai encore plus d'abonnés pour aider encore plus de personnes, pour faire naître des prises de conscience à encore plus de gens. Donc ça, c'est quelque chose qui me nourrit. Et en dehors de ça, je maintiens un équilibre vie pro, vie perso qui est super important. J'ai des routines que je mets en place depuis des années. Ça fait plus de 8 ans maintenant que je prends 30 minutes, enfin entre 30 minutes à 1 heure pour moi le matin, où je fais du sport, je médite. Parfois, quand j'ai le temps, j'écris un peu dans un journal. Et ça, c'est vraiment des choses qui sont capitales pour moi. Par exemple, je ne pourrais pas ne pas faire de sport le matin avant de commencer à travailler. Ce serait impensable pour moi, tu vois. Ce serait maltraiter mon esprit et mon corps. Ça me donne tellement d'énergie de commencer par ça. Au début, ça a été dur hein, quand j'ai commencé à prendre cette routine. Mais là, je fais ça depuis 2016. Donc maintenant, c'est genre juste normal, tu vois. Donc déjà, prendre ces moments-là. Le soir, c'est terminé. Je ne termine plus à 23h. Déjà, tout simplement parce que je me connais mieux et je sais que moi, je suis efficace le matin. Si je pouvais, par exemple, me réveiller à 4h et commencer à 4h, de 4h à midi, ce serait parfait. Le fait est que j'ai une vie de couple. Je pense que mon conjoint ne prendrait pas forcément très bien le fait qu'on mette un réveil à 4h du matin. Donc, j'essaie de m'adapter aussi. Mais en gros, voilà, je travaille à fond le matin et l'après-midi, je me mets sur des tâches un petit peu plus administratives et je termine mes journées à 18-19h maximum. Je ne travaille pas au-delà de ça, sauf s'il y a une réelle urgence. Chose qu'il y a rarement. Je ne suis pas chirurgienne, je ne sauve pas des vies. Enfin, il n'y a jamais d'urgence dans mon business, voilà. Et donc, j'essaie vraiment de faire ça et de prendre très régulièrement des pauses. Je rentre plus souvent dans ma famille, je rentre plus longtemps. Si jamais il y a un matin, je me réveille et je me dis aujourd'hui, je suis pas dans le bon mood en fait. Mais c'est pas grave, je prends ma journée et je vais au cinéma ou je regarde un truc à la télé, je lis un livre, je dors un peu, je fais une recette de cuisine. Enfin, en fait, j'ai l'impression vraiment de plus me respecter. Plus respecter qui je suis et c'est quoi mon rythme. Qu'est-ce qui, selon toi, peut inspirer les femmes qui vont te suivre? Ouais, c'est une excellente question. Mon parcours en tant que tel, je pense, en tout cas, ce que je reçois beaucoup des personnes qui me suivent, c'est le fait d'avoir osé se lancer seule, pas avec un conjoint, pas avec une figure masculine autour de moi, le fait d'avoir osé me lancer seule, me lancer jeune, à l'époque j'avais moins de 30 ans, enfin d'ailleurs peu importe l'âge, hein, même à 45 ans ou autre, et de m'être lancée sans avoir de connaissances, etc., tu vois, sans avoir tout bien compris, faire ça depuis des années. Et en fait, je pense que c'est inspirant au sens où les femmes se disent, cette fille-là, Camille, elle avait un profil, enfin j'ai toujours un profil, mais lambda à l'époque, tu vois, elle sortait de nulle part, je me fais d'investissement, elle est pas née dans une famille d'investisseurs, elle s'est pas fait accompagner par son compagnon ou autre, et elle l'a fait. Si elle l'a fait, bah, pourquoi moi je pourrais pas le faire en fait? J'avais pas plus de possibilités qu'une autre pour y arriver, j'avais juste la détermination de m'en sortir et de quitter mon job. Et cette force-là,
qui m'a animée, cette flamme qui m'a animée, je pense que n'importe quelle femme est capable de la trouver en elle à partir du moment où elle a sa vraie motivation. La place des voyages dans ta vie. On en parlait tout à l'heure en off, justement. Je sais que l'Asie, c'est un peu ton continent de cœur, si je peux dire. Et quelle est la place des voyages dans ta vie? À quel point ça te nourrit aussi et à quel point ça a une part pour la Camille d'aujourd'hui et peut-être aussi la Camille de demain à travers d'autres voyages. Ouais. Ça a toujours été super important dans ma vie. Je ne me rappelle pas depuis quand, mais je pense que je me revois toute petite avec mon globe, ce qui était posé sur mon bureau, et je rêvais de parcourir le monde. Alors j'ai toujours eu la chance de partir en vacances avec mes parents, mais on restait même pas principalement, on restait en France, quoi. La mer, à la montagne, etc. Mais on était toujours en France. Moi, je rêvais, ne serait-ce que d'aller en Espagne, tu vois, c'était exotique. Je rêvais de passer la frontière, tu vois. Vraiment, c'est une envie que j'ai depuis je ne sais pas quel âge, je me rappelle pas, mais du coup, depuis toujours, je dirais. Et donc, en fait, à partir du moment où j'ai pu partir voyager, soit parce que je commençais un peu à gagner ma vie, donc je pouvais me payer un billet de train ou d'avion, soit parce que mes études m'y ont emmené, mais j'ai toujours saisi l'opportunité. Et comme tu le disais, oui, je suis très... Enfin, mon cœur est en Asie tout simplement parce que j'ai réalisé une partie de mes études en Asie, en Chine. J'ai réalisé un semestre de mon master à Suzhou, pas très loin de Shanghai. Et je suis allée là-bas en me disant, j'ai pas du tout envie d'aller en Chine. C'est la première fois que je partais en Asie. J'avais pas du tout envie d'aller étudier en Chine. Moi, je voulais aller étudier aux États-Unis, en Angleterre, un parcours un peu plus classique, etc., dans une culture anglo-saxonne. Et en fait, il y a une petite voix, la deuxième Camille m'a dit, c'est exactement pour cette raison-là que tu vas y aller. Parce que t'as pas envie d'y aller, tu vas y aller. Parce que en réalité, je partais dans un cadre éducatif, enfin, tout était bien prévu pour, etc. Les logements étaient un peu trouvés, on savait dans quelle université on allait et compagnie. Donc je me suis dit, vas-y, si tu vas pas maintenant, en fait, tu iras jamais. Et en fait, j'ai adoré cette expérience parce que j'ai été dépaysée chaque journée de mon échange académique. Enfin, ça a été à la fois merveilleux et à la fois horrible. Enfin, c'est un pays tellement différent culturellement, la langue, la nourriture, la manière de faire les choses, ça m'a tellement appris. Et en fait, suite à cet échange en Chine en 2011, chaque année, j'ai fait en sorte de retourner en Asie. J'ai visité plein de pays d'Asie. Je suis retournée vivre là-bas. Enfin, je suis retournée vivre à Hong Kong pendant 1 an et demi entre 2017 et 2019 parce que je rêvais de me réexpatrier, de repartir. Et une partie de mon cœur est en Asie, clairement. Après, j'ai fait d'autres pays, d'autres continents. Ce que j'aime principalement dans l'Asie, et du coup, je pense que ce qui qualifie aussi mon voyage, c'est que c'est quand même des cultures qui sont, même si elles sont toutes très différentes, quoi qu'il en soit, elles ont une constante, c'est qu'elles sont très différentes de ma culture à moi. Ma culture française, ma culture occidentale, mes codes, ma manière de voir la vie, de voir les choses, les spiritualités sont différentes, etc. La nourriture, les gens, compagnie. Et en fait, quand je pars là-bas, j'ai toujours l'impression de retrouver la petite Camille de 18 ans qui, pour la première fois de sa vie, partait en voyage. Tu sais, j'ai toujours l'impression de me retrouver dépaysée et je pense que c'est ça que j'aime vraiment, cette nécessité, cette volonté de sortir de ma zone de confort. C'est vraiment quelque chose de super important pour moi. Ça faisait vraiment partie des choses sur lesquelles je voulais pas me priver quand j'ai quitté le salariat et que je me suis retrouvée sans rien à me dire « Ok, je monte ma boîte, je monte pas ma boîte ». Je m'étais toujours dit « Il faut que cette nouvelle vie puisse supporter de nouveaux voyages. Peut-être que je partirai moins, peut-être que je partirai dans des endroits moins sexy, etc., moins chers, etc., mais peu m'importe comment, je veux partir. Même s'il faut que je parte avec ma tante sur le dos, je partirai. » Et au final, c'est une promesse que j'ai tenue avec moi-même, et même au-delà, parce que depuis que je suis entrepreneur, j'ai la possibilité au final d'aller travailler n'importe où. Donc tu vois, il y a 2 ans, en 2022, on est parti avec mon conjoint, on est parti 2 mois à Bali. On a loué une maison là-bas, on a mis notre appart en sous-loc à Paris. On a loué une maison, on a travaillé, en même temps on a voyagé, c'était génial. Il y a quelques mois, là, je suis partie passer 2 mois en Asie. J'ai retravaillé depuis Hong Kong pendant 1 mois, etc. Donc en fait, j'arrive à allier du coup mon travail, qui est un plaisir, pas comme mes déplacements professionnels avant, et mon métier. Et en fait, je trouve ça incroyable. Complètement. Et finalement, j'ai l'impression que c'est une boucle aussi qui reflète beaucoup ta vie parce que sortir du salariat, c'est voyager vers soi finalement. Et d'avoir le voyage aussi en ligne de fond de ton quotidien, c'est quelque chose aussi qui te ressemble beaucoup. Enfin, j'ai l'impression complètement en te rencontrant comme ça. Alors, j'aimerais finir sur 3 conseils que tu pourrais donner aux femmes pour investir. Et peut-être aussi parler d'1 ou 2 ouvrages par lesquels commencer pour se lancer. Alors, au niveau des ouvrages, je vais recommander livres et podcasts. Je suis très lecture et podcast.
Ouais, je vais faire un top 3 des livres. C'est marrant parce que j'ai fait une vidéo sur Instagram il n'y a pas longtemps où je donne mon top 6 des bouquins, un truc comme ça. Si je devais me contenter, entre guillemets, d'un top 3, alors on va aller dans des très basiques mais qui m'ont énormément apporté. Père riche, père pauvre, pour commencer définitivement. Enfin, ce livre, je l'ai lu, j'avais 29 ans, je pense, j'étais en train d'investir dans l'IMO. Et en fait, je me suis dit, ce qui est raconté dans ce livre, c'est complètement basique. Mais en fait, je ne le sais pas. Je n'en avais jamais pris conscience. Parce que, comme je dis, on ne reçoit pas d'éducation financière à l'école. Si on n'a pas la chance d'avoir une famille qui nous a un peu apporté de l'éducation financière. Mais en fait, tous ces principes simples et de base, on ne les connaît pas. Et l'un des trucs qui m'a le plus apporté dans ce livre, c'est quand l'auteur Robert Kiyosaki dit « Il faut te payer toi d'abord », en gros. Il explique qu'à la fin du mois, quand tu touches ton salaire, quand tu es salarié, la première chose que tu dois faire, c'est pas payer ton loyer, c'est pas payer tes factures, c'est pas payer l'impôt, c'est mettre de côté pour toi, te payer toi, donc investir dans ce que tu as envie d'investir. Si tu as prévu de mettre 300 € de côté tous les mois, tu les mets et tu n'attends pas la fin du mois en te disant est-ce qu'ils sont là ? Ils sont pas là, je ne mets pas de côté. Tu les mets et le reste, tu te débrouilleras. Parce qu'en fait, ce qui compte en premier, c'est de te sécuriser toi, c'est de penser à la suite, à ton avenir. Et en fait, le jour où il m'a dit ça, je me suis dit mais il a tellement raison et moi je faisais tout l'inverse. Je gagnais très bien ma vie à l'époque. Et finalement, je vivais mon mois, et puis au 29 du mois, je regardais mes comptes, et puis s'il restait 50 €, il restait 50 €, puis je le mettais de côté. S'il restait 300, je me disais waouh, incroyable. S'il restait rien, il restait rien. Sauf que ça marche pas comme ça. Ça, c'est le premier livre. Deuxième livre que j'ai énormément adoré aussi, alors pas forcément que dans l'investissement, mais je trouve que ça donne un bon mindset, c'est Miracle Morning. Je l'ai lu, c'est grâce à la lecture de ce livre où je me suis dit, ok, en fait, à l'époque, j'ai lu en 2016, j'adorais faire du sport. Mais pareil, comme l'argent à la fin du mois, le sport, ça arrive en fin de journée. Donc, en fonction de à quelle heure je terminais ma journée, en fonction de si jamais mon manager ne m'avait pas demandé de rester à 23 h et que mes potes ne m'avaient pas proposé un verre, je rentrais chez moi à 21 h, je me dis, tiens, je vais aller courir, il me reste du temps. Du coup, il ne me restait jamais de temps pour aller courir. Et en fait, il y a un jour où je me suis dit, mais à cause de ta vie professionnelle et de tes engagements avec tes potes, en fait, tu fais plus de sport alors que tu adores ça. Et en plus, c'est bon pour mon corps, c'est bon pour ma santé, etc. Et donc, ce jour-là, je me suis dit, c'est pareil que l'argent, que les économies, je vais le faire passer en priorité. Et quand est-ce que tu fais passer un truc en priorité ? Quand tout le monde est encore en train de dormir, donc le matin, quand tu te lèves un peu plus tôt. Et donc c'est comme ça que j'ai défini une petite routine matinale de 30 minutes plus tôt. Donc c'est pas la mer à boire pour moi, qui suis plutôt une personne qui aime me réveiller. Et en fait, cette routine-là, j'en suis convaincue, m'a permis de forger celle que je suis devenue aujourd'hui, d'être plus régulière, d'être plus rigoureuse, etc., d'avoir la pêche le matin, d'avoir de l'énergie et d'être fière d'avoir pris le temps de prendre soin de mon corps, prendre soin de mon esprit en méditant, etc., des choses qui passaient toujours à la trappe. Ça, c'est le deuxième livre. Et le troisième livre, j'en en finirai en plus, c'était génial ce matin. Mais non, le troisième livre, je dirais que c'est La semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Il y a un truc que j'ai retenu dans ce livre, c'est qu'en fait, on peut réellement, je sais que ça paraît incroyable, mais travailler 4 heures par semaine si on veut, en déléguant correctement, en analysant, en te disant, ok, moi, mon taux horaire, c'est quoi ? Tout ce qui est inférieur à mon taux horaire, j'arrête de le faire et je le délègue. Et tout ce qui est supérieur, je le prends pour moi. Et en fait, ça m'a fait complètement shifter ma manière de voir les choses où je me suis dit, mais il y a plein de tâches inutiles sur lesquelles je me concentre. Je gagnerais plus d'argent à les déléguer en payant quelqu'un pour les faire, tu vois. Donc ça, c'est 3 livres qui m'ont vraiment beaucoup aidé et transformé. Après, il y en a plein d'autres, mais je vais me contenter de 3. Et si j'avais un gros conseil à donner aujourd'hui aux femmes qui veulent se lancer, que ce soit dans... On parle beaucoup d'investissement ou d'entrepreneuriat, mais ça peut être aussi juste lancer un projet perso qui te tient à cœur. En fait, ça aussi, c'est important. Il n'y a pas que les finances ou autre, mais juste se lancer, ce serait vraiment... Ça tient en quelques mots, mais c'est faites-le. Faites-le. Parce qu'en fait, il n'y a pas longtemps, je disais un truc là-dessus. En fait, un jour, vous allez regretter. Et le pire dans la vie, c'est d'arriver à un âge avancé où on sait que la plupart de la vie, en fait, est derrière toi et d'avoir des regrets. Et de te dire, j'ai pas fait ça, j'ai pas osé parler à telle personne, j'ai pas osé lancer ça, etc. Tu sais pas si ça aurait marché ou ce que ça t'aurait coûté. Donc, il faut faire les choses. Si tu sens que tu as le feu au fond de toi, que tu as quelque chose, qu'il y a une petite flamme qui est là, il faut pas l'éteindre, il faut l'écouter. Et donc, forcément, ça nécessite aussi d'avoir le courage de regarder au fond de soi et peut-être d'admettre que la vie qu'on a actuellement, c'est pas la vie qu'on veut avoir. Peut-être que le job qu'on a, c'est pas le bon. Peut-être que la personne avec qui on est, c'est pas la bonne. Peut-être que l'environnement dans lequel on vit ne convient pas, mais je pense qu'il faut avoir ce courage-là pour regarder au fond de soi et pour pas louper sa vie. Et ça fait sens avec le livre que je lisais dernièrement parlait d'une étude qui avait été faite, même d'un bouquin qui avait été publié, alors qui n'est pas très gai, mais qui est capital. Et en gros, je sais plus comment le titre en français, ça doit être
les principaux regrets des personnes mourantes, un truc comme ça, tu vois. J'ai lu un article. Et en fait, oui, tu te dis, waouh, c'est pas très gai comme mais c'est important de se rappeler parce qu'on oublie, tu sais, on est tous amnésiques en permanence, on nous dit que ça va se finir. Non mais trop, et je trouve qu'en fait c'est super important d'écouter nos aînés qui sont passés par là avant nous. On est des humains, on vit tous la même chose, on a tous les mêmes questionnements. Donc en fait ce livre répertorie des gens qui sont pas forcément sur le seuil de la mort, mais qui sont âgés, qui ont plus beaucoup d'années devant eux. Et en fait, l'auteur leur demande c'est quoi vos plus grands regrets, les choses qu'est-ce que vous regrettez. Et la plupart d'entre eux, donc il y a différents regrets, pas avoir passé assez de temps avec ma famille, avoir accordé trop de temps à mon travail, etc. Mais le regret principal, c'est vraiment ne pas avoir osé me réaliser, ne pas avoir osé être qui je voulais être, ne pas avoir osé faire ce que je voulais faire. Et en fait, les choses se répètent. Il y a plein de gens aujourd'hui qui ont un truc au fond d'eux, mais ils n'osent pas. Elles se trouvent des mauvaises excuses ou autres. Et moi, je dis stop. Ayez le courage de regarder au fond de vous et faites les choses. Merci infiniment. C'est tellement instructif et important ce que tu dis. Et je pense que ce rappel et même cette découverte pour beaucoup de personnes de mots, comme tu disais tout à l'heure, des fois c'est simple, c'est évident, mais on ne le sait pas. Donc merci de le transmettre aujourd'hui. J'ai pris beaucoup de plaisir à t'accueillir, vraiment. Moi aussi. Et j'espère que la communauté Elle Investit va grandir encore et encore, qu'on va pouvoir assister à tellement de choses venant de toi. Et, parce que l'éducation financière, l'autonomie, la liberté des femmes, c'est très très important. La société en a besoin aussi. Oui. Donc merci pour ce que tu fais. Merci beaucoup pour l'invitation, Esma. Avec plaisir et à très bientôt. À bientôt.